Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Kira, ça va très bien, merci. Très content d'être en week-end. La semaine a été extrêmement éprouvante. Je crois franchement en 4 jours j'ai dû faire 8000 km, 4 hôtels différents, enfin bref ça a été le feu. Mais j'ai pu quand même trouver un tout petit peu de temps pour préparer cet épisode et en vrai je l'ai fini il y a 3 minutes l'écriture de l'épisode du jour. Oui, je t'attends depuis 20 minutes. Ouais, c'est vrai que tu es prêt depuis un moment et c'est moi qui traîne. J'ai réussi à jouer à un jeu cette semaine qui est Golden Sun. Donc j'ai pris la Switch pour mon déplacement. Je suis sur Golden Sun. Franchement, c'est un petit bonbon nostalgique, comme on dit. C'est un jeu que j'aime énormément, qui me rappelle plein de souvenirs en voiture, avec la Game Boy Advance. Enfin bref, c'était très... Là, je l'avais fait sur GBA à l'époque. Ouais, c'est un sacré jeu. Et le week-end dernier, j'ai commencé Death Stranding, donc une aventure atypique, si je puis dire. Et toi, ta semaine, du coup, Kira ? Moi, j'ai pas mal enchaîné cette semaine aussi. C'était une semaine un peu complexe, j'avoue. Du coup, j'ai pas beaucoup joué, à part j'ai fini mon test de la semaine quand même, histoire de faire ça bien. J'ai commencé une série télé qui s'appelle Black Matter sur Apple TV+, qui est j'en ai entendu plutôt parler. Sympa et intrigante. Je pense que j'en ferai un HS. Là, j'ai un petit peu avancé, donc c'est plutôt cool. C'est ma cam, tu penses ? Oui, je pense que ça va être ta cam. Ça parle de monde parallèle avec des acteurs super cool en plus. Bon. Et c'est très intriguant, vraiment. Je pense que ça devrait te plaire, surtout que t'as beaucoup aimé la série, tu sais, que tu m'avais conseillé, là, qui se passe dans un bureau tout le temps. Severance. Où les gens, ils s'effacent la mémoire. Severance, voilà. Tu vas retrouver un peu cette vibe-là. Oh, cool. Qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine ? Ça sent bon l'été, ça commence là, tu vois, on sent que l'été arrive, pas tout de suite parce que là il fait un temps dégueulasse dehors, clairement, mais sinon ça sent l'été là dans notre sommaire de la semaine. Parce que c'est vrai que c'est moi qui donnais le sommaire, j'avais déjà oublié ça aussi, l'épisode c'est toi qui donnais le sommaire. Va être coton. Donc oui, en actualité c'est facile, il y a eu hier soir du coup l'ouverture du Summer Game Fest, donc avec Jeff Keighley qui nous a fait son show, donc on va débriefer cette conférence qui a duré 2 heures, donc on va plutôt s'axer sur ce que l'on retiendra. On a fait un petit top 3 de ce que l'on retient, ou les jeux qui nous intéressent le plus, ce qui nous hype, enfin bref, avec un avis global évidemment sur la conf. Après, tu nous gâtes, Kira, tu nous fais énormément plaisir avec Cyberpunk 2077, la version 2.0 du jeu et Phantom Liberty, donc je pense que ça va être une très belle chronique. Ça risque d'être dense, j'espère que accrochez-vous à vos slips, ça va être long. Et j'ai fini moi du coup sur un hors-sujet un peu plus light qui est la bande dessinée Samurai Gun, mais vous allez voir qu'il y a des petites choses à dire qui sont intéressantes, donc restez bien jusqu'au bout. Bon programme, on est parti pour l'épisode. Allez, let's go. Summer Game Fest 2024. Alors, qu'as-tu pensé de cette cérémonie, on peut dire, d'ouverture avec ces présentations et ces nouveaux jeux qui ont été annoncés via des trailers ? Alors tout à fait, c'est l'ouverture, c'est le Summer Game Fest, c'est maintenant le rendez-vous qui remplace le 3, je pense qu'on peut le dire, Kira. C'est quand même moins clinquant, c'est quand même moins... Il y a pas ce côté vraiment... événementiel, chaleureux de l'E3, événementiel. Vivant. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez... Enfin, j'ai trouvé d'assez générique, en tout cas. Ouais, c'est un show, c'est sûr. On a Jeff Keighley qui occupe la scène, qui est maintenant le visage du jeu vidéo, finalement, le taulier. À l'américaine. Ouais, et des Doritos. C'est le patron, Doritos Gate. Mais en tout cas, j'apprécie moi en tout cas, j'aime bien ce personnage, c'est vrai, avec tout ce qu'il comporte d'aspects positifs comme négatifs, mais conférence donc de 2 heures, assez dense. Donc moi j'avoue, je viens de la regarder en replay avec mon petit bol de muesli et ma pomme et mon petit thé vert ce matin, donc reposé, je me mets bien. Ouais, du muesli pour la ligne évidemment, mais
Je suis plus Faucon d'Avoine. Donc c'est vrai qu'en replay, je me mets de toute façon dans des meilleures dispositions qu'à 23h hier soir, quand t'es fatigué, que t'as ta semaine dans les pattes. Donc je pense que toujours la façon dont on appréhende et on regarde ces conférences influe sur notre sur notre appréciation générale, sachant qu'en replay je pouvais avancer quand il y avait des pubs ou quand il y avait des moments un peu plus longs. Donc je me suis réveillé ce matin, Twitter en feu, ils ont pas du tout aimé le Summer Game Fest et cette conférence, avec des avis plutôt négatifs. Et ben moi franchement, un petit peu à contre-courant, j'ai passé un plutôt bon moment, avec, je trouve, une grande variété de jeux. Donc on va en faire notre petite top 3 après, mais avant, j'ai trouvé ça varié. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mise en avant de la scène indé, la mise en avant des petits développeurs. Et il le disait à de nombreuses reprises que tiens, lui, il a fait son jeu tout seul, il a fait ça dans son garage presque. J'ai trouvé ça un peu moins clinquant, tape à l'œil que l'année dernière, où il n'y avait pas les world premières, voilà, ou les fusions de trucs un peu cheap. Moins de publicité aussi, j'ai trouvé, mais en même temps, en les avançant, c'est vrai que ça aide. Il y en a forcément beaucoup. Oui, ça aide. Donc voilà. Donc varié. La scène indé mise en avant avec des petits développeurs en avant. On regrettera peut-être l'absence de très très grosses annonces. Moi, les leaks aussi, qui ont un peu gâché mon plaisir. Mais voilà. Je t'avoue que je suis vierge de tout leak, j'ai rien vu avant, donc moi c'était vraiment de la full découverte. Bon bah ça c'est un peu mieux. Moi j'ai été un peu déçu sur ce niveau-là. Mais en gros, je dis pas que c'était la conf de l'année, mais je trouve j'ai passé un petit moment sympathique sur cette conférence. Et toi, Kieran? Moi je l'ai regardé en direct du coup hier soir, donc c'était marrant, c'est que je le regardais sur le Twitch de Joueurs du Grenier, du coup j'avais excellent. Les commentaires de leur côté, mais en plus j'étais en vocal avec des potes d'un groupe Twitter en fait, où on débriefait en même temps, et je me suis endormi avant la fin, mais je les avais toujours au téléphone. Ah ouais, d'accord. Donc du coup ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment ils m'ont plus entendu. Et j'ai regardé les 15 dernières minutes ce matin. Voilà. Donc moi je t'avoue que je suis plutôt nuancé, on va dire. Je me suis pas tapé le cul sur mon canapé. Il y avait des trucs cool, ça faisait le café, disons, pour une présentation du Summer Game Fest, mais j'ai trouvé ça, on va dire, peut-être plutôt tiède. Il y a eu quelques trucs que j'ai retenus quand même, des choses que j'ai trouvées assez intéressantes, on en parlera tout à l'heure, mais globalement j'ai trouvé surtout que c'était assez poussif. On va dire, ça a vraiment commencé à démarrer, je trouve, à partir de la présentation, le trailer de Star Wars Outlaws. Avant ça, j'ai trouvé ça assez... j'ai fait, ouais, ok. Voilà. Après 2 heures, c'est long. C'est là que, tu vois, ça réhabilite un petit peu, malgré tout, les Nintendo Direct, les State of Play, les Xbox développeurs, exactement, où t'es sur du plus condensé, moins de jeux, et en fait c'est quand même mieux, toujours plus sympa d'avoir une conf moyenne de 30 minutes qu'avoir une conf moyenne de 2 heures, quoi. Donc, oui, donc c'est clair. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que je te donne évidemment raison là-dessus. Du coup, qu'est-ce que toi, on va faire du coup, on a dit notre top 3 de ce qu'on retient de la conf. Également, est-ce que déjà, pour commencer, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu dans les annonces que tu as vues ou dans les bandes annonces que tu aurais vues éventuellement lors de cette conférence? Non, j'ai pas de déception en soi. Ma seule petite déception est un peu peut-être celle que je disais tout à l'heure. J'ai pas eu vraiment le truc qui m'a renversé. Ouais, voilà, l'effet waouh de ouf ou le cliffhanger de fin, je sais plus comment on dit, mais le one more thing, qui tabasse, la grosse surprise, ça je l'ai pas eu, et c'est ce que j'attends moi de ces conférences, de finir vraiment sur un truc qui match, mais non, j'ai pas eu de déception en soi sur ce qui a été présenté. Moi, j'ai une petite déception, en fait, c'était sur l'annonce de 2K, il parlait d'une grosse licence qui allait revenir, donc beaucoup de gens spéculaient sur BioShock, ou éventuellement sur Mafia 4, et moi, c'est vrai que j'étais chaud, du coup, pour Mafia 4, parce qu'on sait qu'il est en développement maintenant depuis quasiment 4 ans, et malheureusement, c'était Civilization 7. Donc, c'est vrai que Civilization 7, moi, j'aime beaucoup. C'est cool, Civilization, c'est très cool. Après, c'est vrai que j'attendais vraiment de voir du Mafia 4. Vraiment, j'étais limite à 2 doigts de parier, heureusement que je ne l'ai pas fait. Et voilà, donc moi c'était, on va dire, ma déception, c'est qu'ils ont teasé un truc avant le Summer Game Fest et au final, c'était un peu décevant dans mon cœur de fanboy en tout cas. Je comprends. Au niveau du top 3, on fait 3-2-1, tu retiens quoi toi en numéro 3? Voilà, je le fais en 3D1, on va essayer d'alterner. Je te donne mon 3. Ça a été
contre toute attente, mais pas vraiment parce que j'adore les jeux Lego. J'avoue, moi, les jeux Lego, c'est un petit moment. Ne dis pas que tu parles de Lego Horizon, quand même. Bah si, je parle de Lego Horizon. Non, l'ouverture du show. Donc moi, c'était nul. Oh. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les jeux Lego de base, les Lego Star Wars. J'aime beaucoup les jeux Lego. Je les ai farmés. Lego Seigneur des Anneaux, j'adore. Donc Lego Horizon, donc en ouverture de show en plus. Donc ça a été un des leaks. Bon, c'est du Lego, hein, fun, déjanté, coloré comme on aime. Moi, ce que j'aime beaucoup sur les jeux Lego, c'est les faire en coop. C'est assez rigolo. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est la première fois, on a un jeu PS Studio, ou en tout cas une grosse licence PlayStation qui sort sur Nintendo Switch. Donc le jeu va sortir sur Switch, PC, PS5, Epic, Steam et pas Xbox, donc le jeu multiplateforme qui esquive la Xbox. Mais pas trop. Donc voilà, moi je le mets dans mon top 3. Et toi ? Je suis d'accord avec toi, le fait que ça sorte sur Switch est bien, parce que ça permettrait peut-être d'avoir éventuellement des adaptations de licences PlayStation qui pourraient sortir sur d'autres supports. C'est peut-être la porte ouverte à quelque chose de plus grand derrière. Et c'est vrai que ça, pour moi, pour le coup, c'était intéressant. Petite surprise, ouais. Moi, en numéro 3, j'ai mis Blumhouse Games, le studio spécialisé dans les films d'horreur, en fait, donc qui va sortir une ribambelle de jeux indépendants avec des styles très différents. J'ai trouvé ça très cool, parce que bon, déjà, j'aime beaucoup le studio Blumhouse, qui font des trucs vraiment sympas. En plus, si les jeux fonctionnent, peut-être qu'ils feront des films derrière, donc ils vont tourner les choses en vase clos. Tout ce que j'ai vu ne m'a pas plu, mais je trouve la proposition intéressante, en fait, et ça a le mérite de faire quelque chose de différent. Je l'ai pas vu venir, je m'y attendais pas du tout, et c'est vrai, quand je suis tombé devant au début, j'étais un peu circonspect, et avec le recul, je me dis que ça peut être vraiment très très cool, et ça peut permettre d'avoir aussi des jeux donc typés horreur à petit budget, voire moyen budget, en fait, qu'on puisse voir débarquer sur nos consoles et nos PC. Et bah oui, c'était une bonne info en tout cas. Bah écoute, franchement, très beau top 3. Tu as bien fait de le mettre en avant parce que ça donne un tout petit peu de crédit à ce que je disais en plus au début. C'est ça que j'ai apprécié voir dans un show si important, enfin si médiatique que le Summer Game Fest, donc ce petit côté variété, indé et tout. Donc, et je suis pas étonné de te retrouver sur ce top 3 finalement, parce que c'est vrai que ça peut titiller ta corde du fan, de cinéphile que tu es. Exactement. Sur le top 2, tu nous proposes quoi, toi ? Alors, sur le top 2, je vous propose un jeu indé qui s'appelle Neva, qui sort en 2024, qui est par les créateurs de Gris. Tu sais, le jeu Gris qui a eu son petit succès d'estime pour sa patte, son côté très poétique. Et donc là, on est sur un cinématique platformer ou un Castlevania-like, si je puis dire. J'ai pas encore trop compris vraiment là où il nous emmène en termes de gameplay, mais je me suis fait complètement embarquer par l'ambiance, la direction artistique. Ouais, le jeu est sublime. Voyage de Chihiro à mort jusque dans les méchants, qui sont un petit peu les ombres qu'on retrouve dans Chihiro. C'est du Ghibli, c'est coloré, c'est pastel, c'est très joli. On sait que ces créatifs, en plus, sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, ouais, très beau top 2, coup de cœur en termes de direction artistique. Alors, je savais que tu allais le mettre. Du coup, je ne l'ai pas mis parce que je t'avoue que ça fait partie de mes attentes et des jeux que je ferai dès la sortie. Moi, j'ai mis Kingdom Come Deliverance 2. J'ai beaucoup aimé le premier, c'est vrai. Ouais. Bah, ça, je m'en doutais. Je connais ton top 1 déjà, mais je sais déjà, mais je m'en doutais. Ah, tu vas peut-être être surpris pour mon top 1. Ah, ok. Ouais, tu vas peut-être être surpris. Kingdom Come Deliverance 2, que j'ai trouvé, ce que j'ai vu en tout cas m'a beaucoup plu. J'ai hâte de voir la sortie de ce jeu-là. Le fait d'avoir un RPG réaliste dans le royaume de Bohème, c'était une proposition du premier qui était ma foi très originale. Pour un premier jeu, en plus, le jeu souffrait de certaines lacunes de gameplay, notamment au niveau des combats. Et c'est vrai que s'ils ont corrigé ça, clairement, ça peut être un de mes GOTY de l'année en tout cas. Donc voilà, c'est pour moi la seconde annonce qui m'a le plus hypé de la conférence. Eh ben écoute, très beau top 2, je suis encore une fois pas surpris de te retrouver là. Et dans le top 1, tu as mis quoi, toi ? J'ai mis Black Myth Wukong. Parce que, d'accord. En fait, on n'a quasiment rien vu. On a vu un petit teaser, en fait, où on a vu le personnage mi-homme, mi-singe, de la mythologie chinoise. Les gens du roi des singes. Exactement. Très bien mis en scène face à des colosses qu'on voit en loin. Enfin,
si tu veux, ce jeu, je trouve qu'il sait se vendre, il sait se mettre en valeur. Là, c'était à l'occasion, donc on a eu la date de sortie donc du 20 août, une édition collector qui arrive, qui sera sublime, et je vais la prendre. En fait, je trouve qu'ils entretiennent très très bien la communication autour de ce jeu. Il me fait très envie d'un point de vue direction artistique. Je pense que ce sera du voyage, du dépaysement. Donc ouais, vraiment, la hype a bondi avec ce teaser et je vais me lancer dans la précommande du collector. Étonné de pas voir Xbox d'annoncer, mais le jeu visiblement sortira un petit peu après. Il sortira bien sur Xbox, mais un petit peu après parce qu'ils ont des petits sujets d'optimisation pour la console. Donc tout le monde y aura le droit et ça c'est bien. Mais franchement, ouais, petite claque. Là, ça y est, la hype est bien présente. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, le collector, ça sera pas un jeu en physique, ça sera un code à télécharger. Oui. Donc malheureusement, c'est l'effet Starfield et c'est un petit peu dommage. Ouais, très. Et toi, ton top 1 du coup ? À ton avis, mon top 1. Alors moi, du coup, tu m'as dit que je serais étonné. Alors moi, je suis certain que ce sera Alan Wake 2, le DLC en Shadow Drop, là, avec Sam Lake sur scène, Camille Lefeu, avec le crossover, avec Control, Quantum Break. Mais visiblement, je me suis peut-être trompé. Alors je l'ai mis dans mes mentions honorables celui-ci. Ok. Voilà, quand même. Non, moi, c'est Phantom Blade 0. Ah, c'était ma mention honorable à moi. Ok. Bah, tu vois. Ce que j'ai vu m'a beaucoup plu dans sa direction artistique, le côté très dark, en fait. Pourtant, même si j'en ai marre des jeux typés Japon féodal, il y a quelque chose, il y a une patine, il y a un côté un peu lugubre, un peu glauque qui se dégage. Et j'ai trouvé que, les combats, le gameplay avait l'air quand même très péchu, très exigeant. Et, ça m'a beaucoup intrigué parce que c'est un jeu que j'attendais pas au final. Et au final, c'est quand on attend le moins les choses qu'on est peut-être le plus satisfait, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, quand je suis tombé là-dessus, même si c'était pas le bouquet final attendu de la conférence, je me suis dit, ouais, carrément, quoi. Donc voilà, c'est mon top 1, du coup, de cette conférence. Bon, écoute, toi, tu m'as surpris. Moi, c'est ma mention honorable parce que tout ce que tu as dit, j'adhère. C'est dynamique, la DA est folle, il y a une vraie ambiance, une vraie partie pris. Donc très cool. Moi, ma mention honorable, enfin, j'ai triché, j'en avais plusieurs. J'avais Monster Hunter Wild toujours. Je l'ai toujours. Je l'ai pas cité parce que j'en avais pas mal parlé dans le State of Play où j'avais débriefé, qui était vraiment mon coup de cœur. Et ouais, Capcom est très en forme. Le Monster Hunter Wild fait rêver. Non, franchement, ça va être le feu ce jeu et j'ai vraiment hâte. Et donc du coup, Alan Wake. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, du coup, Alan Wake, super content, mais pourquoi je l'ai mis dans mes mentions honorables, c'est qu'à chaque fois que j'ai joué à un DLC du studio Remedy, j'ai toujours été déçu, en fait. Ah merde. Des DLC qui sont sortis, que ce soit les DLC d'Alan Wake ou même les DLC de Control, même si j'ai bien aimé celui sur Alan Wake d'ailleurs. J'ai toujours été un petit peu déçu et j'ai peur d'avoir ce symptôme-là. Par contre, la proposition est vraiment différente, originale, le côté 4e dimension, Night Spring qu'on voit dans le jeu. C'est totalement ma cam. Le fait de jouer d'autres personnages aussi, c'est super cool. Donc je vais le faire. Là, il est disponible aujourd'hui, donc je vais le télécharger tout à l'heure. Mais voilà, je l'ai mis du coup dans mes mentions honorables. Je m'attendais pas à ce qu'il soit limite shadow droppé comme ça. Mais voilà, je l'ai mis vraiment, vraiment dedans. Ensuite, Among Us, alors je l'ai pas mis dans les mentions honorables, mais est-ce que c'est nécessaire une série télé Among Us en fait ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec une série télé Among Us ? Voilà. Après, c'est un casting de Maboule en plus dedans, il y a Elijah Wood et tout, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une série télé Among Us ? Je sais pas, je suis dépité d'avance, mais on verra, peut-être qu'on se trompera. Oui, tout à fait, on peut éventuellement se tromper, surprise. Mais bon, voilà, c'est ça. Et aussi, dans les mentions honorables, moi j'ai mis Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Revenge. Mais génial, pareil, je suis comme toi, ça a l'air génial. C'est un jeu Super Nintendo, il y a du mode 7, il y a des combats en moto et tout. Je me dis en coop, ça pourrait être trop bien. Et ouais, non, vraiment cool. Petite déception éventuellement, c'est les cinématiques qui sont pas en pixel art, c'est dommage, pour vraiment rester et coller à l'ambiance du truc. Mais putain, pareil, je l'attendais pas et ça m'a hypé, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, je l'avais noté, j'ai surkiffé. Je pensais que t'allais mettre aussi le Quidditch Champion, là, le jeu qui a l'air tout nul et cassé de Quidditch. Alors non, parce que ça a l'air dégueulasse. Cette direction artistique, c'est pas possible. Encore une fois, mais merde, c'est quoi le problème avec la direction artistique dans les jeux ? Non, mais je suis d'accord. Là, bon, après, je me doute, le côté Fortnite plaît
beaucoup et ça fait vendre, hein, ça je suis d'accord. Mais j'en ai marre de voir toujours les mêmes choses partout en fait. Mais je vais finir aussi sur une petite mention honorable, le dernier jeu de David Kim. Est-ce que ça te parle, ce petit nom David Kim? Alors, de nom ça me parle, mais comme ça je ne remets pas. Un ancien de Blizzard qui a passé des années à Blizzard, qui a fait toutes les extensions de StarCraft 2. C'est pour ça que je me souviens pas, moi tout ce qui est Blizzard, j'ai fait l'ardoise magique. C'est moins ta cam, ouais. Il a présenté. C'est plus ma cam. C'est plus ma cam. Il a présenté son nouveau RTS qui est là super coloré avec une bande-annonce en animation style manga qui avait l'air très cool. Moi j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'était un des derniers grands de chez Blizzard, donc je serais curieux. Après, c'est la bande-annonce avec les espèces de tourelles au début. En fait, t'as une super animation de ouf sur la bande-annonce et quand j'ai vu le gameplay derrière, j'ai fait... c'est un RTS, en fait. Ouais, exactement. C'est un RTS, ouais. C'est ça. Mais c'est dommage, en fait, la patte graphique de la bande-annonce ne se retranscrit pas dans ce qu'on a vu en gameplay, en fait. Ça ressemble plus à du StarCraft. Ouais, oui, exactement. C'est complètement ça. Et puis, le gars est très, très fort, donc je pense que le jeu sera excellent. Donc, je suivrai ça dans un petit œil avisé. Bon, je crois qu'on en a fini avec le débrief du Summer Game Fest. Donc on va attaquer sur le gros de l'émission, donc ça sera la chronique, ou même on peut dire le test de Cyberpunk Phantom Liberty, mais pas que. Donc j'ai appelé ça une odyssée néo-noire dans les rues de Dogtown. C'est beau. Ça donne un petit style, tu vois. La classe. So, get away, another way to feel what you do yourself to know and let yourself go. You know you do lose self-control. Ah, Cyberpunk 2077, ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir l'occasion d'en parler. C'est vrai que j'ai pas pris le DLC de Day One parce qu'on avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là, et donc du coup dernièrement j'ai eu une folle envie de rejouer à Cyberpunk. J'ai regardé encore la série télé Edge Runner que j'ai encore beaucoup apprécié, même au deuxième visionnage, donc c'était très cool. Et du coup j'ai enquillé ça là, on va dire en à peu près 10 jours. Bon, déjà on va refaire une petite mise en contexte sur Cyberpunk. Donc comme tu le sais, la sortie du jeu a été marquée par une série de problèmes techniques et des attentes non satisfaites, en particulier sur les consoles d'ancienne génération. C'est peu dire. Voilà, c'est peu dire. Le jeu très attendu et développé par CD Projekt Red a été lancé avec de nombreux bugs et des performances médiocres sur ces plateformes, qui a conduit à une réaction négative de la part des communautés de joueurs. Il y avait même Sony qui avait retiré le jeu de ses magasins en ligne à l'époque et avait offert des remboursements. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens, ça a été assez dramatique pour ce studio. Perte énormément d'argent en bourse, bad buzz, enfin c'était chaud, quoi. Depuis sa sortie tumultueuse, le studio a travaillé assidûment pour corriger les problèmes et améliorer l'expérience de jeu. Donc des mises à jour majeures ont été déployées apportant des corrections de bugs et des améliorations de performance, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la mise à jour 2.0 a introduit une refonte des mécaniques de base du jeu, y compris des avantages, il y a beaucoup de changements que je développerai tout à l'heure. Il y a également d'autres mises à jour qui ont été ajoutées, donc du contenu lié à l'animé Cyberpunk, on parlait tout à l'heure, des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des améliorations sur la qualité de vie dans le jeu, pour donner un petit côté roleplay, et tout ça en fait est arrivé au fur et à mesure. L'évolution de Cyberpunk 2077 ne s'est pas arrêtée donc au correctif, car le studio a également publié un gros DLC, Phantom Liberty, qui a enrichi l'univers du jeu et offert aux joueurs une nouvelle zone à explorer et de nouvelles histoires à vivre. Cet effort ont contribué à redresser la réputation du jeu et à offrir une expérience de jeu optimale. Depuis la mise à jour 2.0, Cyberpunk a connu une transformation radicale, au point que l'on pourrait comparer le changement à un passage d'une version alpha à un produit final, tu vois. Cette mise à jour a été une étape clé dans l'évolution du jeu, apportant une multitude de nouveautés et d'améliorations qui ont considérablement amélioré l'expérience des joueurs. Donc, en termes de mise à jour, on a eu un système d'attributs de perks qui a été entièrement revu, offrant désormais des perks plus ciblés pour mieux s'adapter à notre style de jeu. Il y a eu des combats en véhicule, donc la possibilité de tirer lors d'affrontements en véhicule, ce qui manquait quand même cruellement dans le jeu de base. Le point le plus important, c'est l'amélioration de l'intelligence artificielle, notamment celle de la police. C'était chaud. On n'a plus l'impression que les flics se TP derrière toi, ou pire, on peut cartonner un mec devant. Avant, le flic, des fois, il était en train de manger son truc, il bougeait pas. Là, si. Là, pour le coup, ça s'est quand même vraiment amélioré. Pareil au niveau des gangs, donc on se retrouve avec, on va dire, une sensation de défi qui est quand même plus accrue. Et là, le côté infiltration prend tout son sens.
Le changement d'armure et de cyberware également, donc il y a eu des ajustements qui ont été apportés à l'équipement des cyberaméliorations, donc ça permet une personnalisation plus poussée du personnage, et là on va pouvoir justement sélectionner donc tous les membres, et on va pouvoir, si tu veux, défiler des sous-catégories sur chaque membre. Donc on va pouvoir prendre sa main, par exemple, sur la main on va avoir 3 slots, et sur les 3 slots on va pouvoir l'améliorer. Et à ça va créer en plus une jauge qui va de cyberpsycho en fait. C'est-à-dire si tu améliores trop ton personnage, ton perso pourra péter des câbles, ce qui n'était pas le cas dans le jeu de base en fait. Et c'est assez roleplay parce qu'on sait que la démence suite aux améliorations physiques, c'est vraiment un pan entier du scénario et avec de très forts enjeux. Donc ça rajoute plus de crédibilité à notre personnage dans l'univers. Exactement, parce que dans l'univers, tu croisais des cyberpsychos, justement, et toi, t'étais un char d'assaut ambulant, mais il y avait rien du tout, en fait. Et c'est vrai que c'était très bien retranscrit en plus dans la série télé, et le fait d'intégrer cette jauge-là, c'était une très très bonne idée. Ouais, carrément. On a également les mises à jour de stamina et d'armes, donc les mécaniques de stamina et les systèmes d'armes ont été totalement on va dire redesignés, si je puis dire, ce qui nous permet justement d'avoir un équilibre beaucoup plus intuitif en combat. On va pouvoir se recharger d'une certaine manière tout en courant, ça donne des combats quand même beaucoup plus frénétiques, pour peu qu'on ait choisi des perks au corps à corps comme le katana, moi ce que j'ai beaucoup fait, katana et flingue concrètement, et on a cette sensation d'être un vrai ninja cybernétique à la Metal Gear Solid, et ça encore une fois c'est quelque chose qui me manquait et qui a été vraiment peaufiné. Là vraiment tu pourras le savoir manette en main. Je sais pas si t'as fait la version 2.0. Non, justement j'allais te poser une question. Moi j'ai pas fait la version 2.0, j'ai fait le jeu il y a 1 an à peu près, et en fait je m'étais créé un build, tu vois, basé exclusivement sur l'infiltration comme j'aime, la discrétion et le piratage. C'est-à-dire que je rentrais, tu vois, il y avait une usine, je rentrais même pas dedans en fait, je piratais les caméras, je faisais péter un câble aux gens et tout. Est-ce que je vais pouvoir aller encore plus loin dans le build que j'avais fait, à savoir infiltration, piratage, etc., où finalement j'aurais quand même des difficultés à renouveler l'expérience là-dessus? Non, tu peux aller plus loin parce qu'en plus maintenant tu vas avoir des systèmes de virus qui peuvent se propager entre les ennemis en fait. C'est-à-dire tu peux contaminer un mec, le mec va passer à côté d'un autre, ça va le contaminer également en fait. Et tu vas pouvoir faire par exemple des attaques groupées pour tous les aveugler au même moment, ou pouvoir pirater les tourelles pour pouvoir les attirer à un autre endroit. Enfin on a vraiment la partie infiltration a vraiment été totalement redesignée, et c'est plus du tout le même jeu. C'est vrai que j'avais fait comme toi sur ma deuxième run quand j'y ai joué, et au final j'ai trouvé l'infiltration quand même très sommaire en fait. C'était très binaire, c'était on y arrive pas en fait. Et là on a la possibilité de s'en sortir, et en plus on va se retrouver avec des moyens de se raccrocher aux branches. On peut sauver des situations qu'on pouvait pas avant quoi. Voilà, c'est ça. Avant, dès que t'étais gaulé en fait. Là, maintenant, tu peux te faire choper, et du coup, à partir de là, tu vas pouvoir aller te cacher, tu vas pouvoir aller pirater autre chose qui va pouvoir détourner l'attention des ennemis, et en fait, ça va créer une nouvelle, quelque chose de plus immersif et de plus réaliste en fait. C'est cool ça, ouais. Alors également, ils ont fait tous les charcutocs en fait qui ont été modifiés maintenant. Donc chaque charcutoc était différent, c'est vrai. Maintenant, ils ont tous des petites phrases différentes à t'annoncer. On a également la possibilité de changer l'apparence de son personnage via ces charcutocs justement. Donc moi, par exemple, j'ai changé de couleur de cheveux. Avant, elle était rousse, là, je l'ai passée en brune. J'ai changé sa manucure et tout. Enfin, j'ai joué à la Barbie, clairement, avec ma V. C'était un truc de fou. En fonction de ce qu'elle faisait, je changeais ses fringues et tout pour donner aussi un côté un petit peu plus roleplay, tu vois. Et donc du coup c'est pareil, il y a ce côté plus immersif, c'est tu vas voir ton charcutoc, tu vas installer tes nouveaux implants, tu vas refaire un petit peu 2-3 trucs sur la tronche de ton personnage, et en fonction des quartiers où tu vas aller, tu peux faire un côté plus infiltration du coup. Et ça c'est vraiment sympa. Il y a eu également des nouvelles stations de radio, dont les musiques de la série qui ont été intégrées dans le jeu. C'est pour ça que vous l'avez entendu en début de chronique justement. Celle que je vous ai envoyée, c'est une de mes musiques préférées de l'animé. C'est celle que j'ai entendue le plus dans Cyberpunk, parce que je restais justement sur cette radio pour l'entendre un maximum. Maintenant, on va parler tout simplement du DLC. Donc, Ducktown, c'est le nom du quartier qu'on va débloquer, on va dire, suite à l'achat de ce DLC. Et c'est un hommage à New York 97. Donc, comme tu le sais, New York 97, c'est un de mes films préférés. Snake Plissken, c'est un de mes personnages préférés. D'ailleurs, je commence à avoir la même coiffure. Il va me manquer le patch bientôt. Grande inspiration d'Hideo Kojima pour son Solid Snake. Enfin, clairement, j'étais en terrain conquis. Donc,
Docton, c'est vraiment un personnage à part entière, donc il émerge comme un contraste frappant par rapport à l'esthétique futuriste de Night City. C'est un quartier qui a été façonné par des années de négligence et de conflits, où les gratte-ciel, autrefois majestueux, sont maintenant des coquilles érodées. Donc c'est des témoins silencieux d'une époque révolue, on se retrouve dans une ambiance post-apocalyptique, c'est très palpable, les rues sont jonchées de débris et de néons ternis par les poussières de la rouille, et chaque bâtiment raconte une histoire de déclin. Donc on est clairement dans l'esprit de New York 97, donc c'est vraiment plus qu'un hommage, je pense. On a une touche de dystopie, les gangs règnent en maître, contrôlant les territoires délimités par des graffitis, des barricades improvisées. On est typiquement dans la loi du plus fort, les habitants doivent naviguer dans un labyrinthe de loyauté changeante et des dangers constants. Cette zone est isolée de Night City en plus, donc la police n'y a même pas accès. Donc on se retrouve dans une micro-société à part entière, avec ses propres règles, sa propre culture. C'est un lieu où le passé n'est jamais vraiment parti, où les souvenirs d'une ville d'autrefois hantent toujours cette réalité brutale du présent en tout cas. Et au centre de ce quartier trône Every Hearts, c'est une boîte de nuit égyptienne qui est réservée à l'élite de Docton. C'est une grande pyramide violette en fait, qui est bien plus qu'un simple bâtiment. Elle incarne même l'essence de Docton. C'est un mélange de passé et de futur, de décadence et de grandeur. Les secrets qu'elle renferme, les intrigues qui s'y nouent sont clairement la grosse valeur ajoutée de ces DLC. Cette structure est vraiment le point central de l'expérience de Phantom Liberty. Je l'ai pris comme un film... Si on doit résumer mon expérience sur Phantom Liberty, je l'ai pris comme un film d'action. L'histoire démarre très fort avec le crash de la navette Space Force One avec la présidente à l'intérieur. Donc ça plonge le personnage de V dans une série d'événements frénétiques, dignes d'un thriller à la James Bond, tu vois. Ouais. Cependant, à mi-parcours, l'histoire ralentit considérablement, à l'instar du deuxième acte d'un film, où le rythme ralentit pour permettre un développement plus profond de ses personnages et de son intrigue. Mais cette partie est quand même moins intense par rapport à cette ouverture explosive, malgré qu'elle soit nécessaire pour établir les nouveaux enjeux et préparer le terrain à un climax bien plus péchu, on va dire. Je me suis quand même senti obligé de faire certaines quêtes annexes, en fait, en attendant que le jeu me propose des quêtes principales. Et ça, c'est le principal reproche que je vais faire de Phantom Liberty. J'avais pas cette sensation-là dans le jeu de base, c'est-à-dire je picorais le jeu à mon rythme. Ouais, c'était fluide, de mémoire. Voilà, si je voulais faire que de la quête principale, je pouvais. Là, je me retrouvais à plusieurs moments, c'est écoute, t'as fini ta quête, en gros, c'est super, tu gères, je te rappelle dans 2 jours. Ah ouais, d'accord, pour te forçant à explorer la zone, à chercher des quêtes, ouais. Donc moi je me suis dit 2 jours c'est pas grave, donc je passais 2 jours. Moi ma V a fait 2 jours de sieste, mais il m'appelait pas. Je comprenais pas. Et en fait, j'ai dû faire des quêtes secondaires en fait pour pouvoir justement débloquer le reste. Et ça, c'est pour moi le plus gros problème, on va dire, vraiment dans le rythme de de ce jeu. Enfin, ce fameux 3e acte, donc l'histoire reprend l'élan et se libère vers la fin. Les choix du joueur ont des répercussions majeures sur la conclusion de l'histoire. De plus, ce DLC propose un mini-épilogue à ce récit, ainsi qu'une fin additionnelle au jeu. Donc ça, c'est selon nos choix, bien sûr. C'est comme si on regardait un film d'action à suspense avec une ouverture excitante, un développement de l'intrigue un peu mou au milieu et un final époustouflant. C'est l'expérience à tenter de recréer, on va dire, Phantom Liberty, et c'est pas c'est pas du coup le rythme, c'est pas son meilleur atout en tout cas. En revanche, un de ses meilleurs atouts, c'est Idris Elba en tant que Solomon Reed, donc grosse performance, charisme en plus, lui, charisme de fou. Je l'aurais bien vu en James Bond. Il est trop vieux malheureusement maintenant, mais je l'aurais bien vu en James Bond, clairement. Il prête sa voix et son apparence à ce personnage. C'est un agent secret charismatique et énigmatique. Donc Elba livre une performance captivante, apportant une profondeur et une complexité à son personnage qui le rendent à la fois attachant et mystérieux. Son interprétation est vraiment le point fort du DLC. Ça ajoute une couche supplémentaire d'immersion et surtout à l'expérience globale du jeu, bien qu'il ne soit pas assez présent. Et là, on se retrouve typiquement dans un personnage qui a le physique de son passif et de sa mentalité, en fait. On n'a pas de contraste, on a vraiment un personnage qui représente physiquement ses idéaux et ce qu'il a vécu. Et en termes d'écriture, quand même, est-ce qu'on est au niveau
Johnny Silverhand, incarné par Keanu Reeves, qui a franchement, pour moi, fait le jeu dans sa première mouture, si je puis dire. Et est-ce que Idris Elba ne souffre pas de cette comparaison, justement ? Alors, clairement, niveau écriture, il est au niveau de Johnny Silverhand, mais on le voit forcément le moins, contrairement à Johnny, qui est toujours avec nous en permanence, qui dans peut notre apparaître tête à de nombreux moments. Voilà. Sachant que depuis la mise à jour 2.0, en plus, V fait plus de crises, donc on voit encore plus Johnny, tu vois. Il apparaît à des moments vraiment aléatoires. Là, lui, il est là que dans les moments scriptés, en fait, où il va nous parler éventuellement à distance. Mais à chaque fois qu'il est là, déjà, il dégage une classe, cet enfoiré. Vraiment, le mec, il irradie la pièce quand il arrive. Mais en plus, son personnage n'est pas manichéen, est toujours super bien travaillé, et on se retrouve pas vraiment sur le cliché du mec taciturne pour être taciturne, tu vois. Il y a vraiment, au fur et à mesure qu'on discute avec lui et qu'on creuse, pour peu qu'on lui pose d'autres questions, on voit que c'est toujours fin, en fait. Voilà, c'est le mot, c'est fin, dans l'écriture. Ok. À côté de ça, on a donc ces fameuses missions secondaires. Bon, déjà, sur les missions principales, il y a entre 11 et 13 missions, en fonction des choix qu'on va faire. Donc, à côté de ça, on va se retrouver avec un lot de missions secondaires assez varié, même si c'est pas la force du DLC. Donc, on va bien sûr trouver des nouveaux graffitis, on va aller chercher des marchandises parachutées en pleine zone hostile, récupérer de nouveaux véhicules, ou même une petite mission secondaire scriptée aussi, qui consiste à sauver une célébrité, en fait, qui est paumée dans ce niveau-là. C'est clairement pas le point fort de ce DLC. Si vous souhaitez finir compléter à 100%, c'est une 40aine d'heures à peu près. Moi, je l'ai fait aux alentours de 20 heures pour pouvoir le très correct, franchement. C'est très correct, tout à fait. Le DLC ne se contente pas d'ajouter du contenu, il enrichit également le jeu de base en introduisant cette fameuse nouvelle fin et en modifiant je vais pas arriver à le dire, je voulais le dire. Et en modifiant l'histoire principale. C'est mieux. Ouais, on est samedi matin, il est 12h12, on est samedi midi. L'histoire principale, les décisions prises dans Phantom Liberty peuvent débloquer donc cette fameuse nouvelle fin que j'ai trouvée vraiment incroyable, parce que du coup j'ai renchaîné derrière sur la fin de ma run. C'est pour moi la plus belle fin du jeu, en fait. Donc pas qu'elle soit plus optimiste, au contraire, parce que dans Cyberpunk tout est forcément pessimiste, on parle toujours de fin mi-figue mi-raisin au mieux, voire complètement dramatique, mais ça a le mérite de donner une autre perspective, en fait, sur le personnage de V, qui est un personnage que j'ai créé au final, mais un personnage auquel je me suis énormément attaché, et à un point que quand je vais me refaire un run de Cyberpunk, je pense refaire exactement le même skin et ma même V, en fait, comme si c'était une histoire alternative. Qui se suit. C'est beau. Je sais. Au niveau des avantages, donc j'ai noté la nouvelle zone que j'ai trouvée vraiment incroyable. Elle est vraiment magnifique. Les nouvelles mécaniques de jeu, l'intrigue captivante, le scénario de Phantom Liberty est plus abouti et prenant que celui de l'histoire principale, malgré son manque de rythme, en fait. Mais c'est peut-être le côté hommage à New York 97 qui fait battre mon petit cœur de fan, clairement. Idris Elba au casting, oui, un grand oui, c'était vraiment fou, et j'ai trouvé également plus immersif le fait qu'on se retrouve dans un quartier qui est plus restreint, en fait. On a ce côté plus claustrophobe, et surtout ce côté post-apo qui est quand même très rafraîchissant, on va dire, dans l'univers de Cyberpunk. Au niveau des inconvénients, donc j'ai noté les contrats de véhicules et les largages aériens. Bon, c'est pour dire que c'est là, clairement. Sans grand intérêt. Faut vraiment kiffer le vol de caisse. Moi, c'est pas ce que j'ai préféré dans Cyberpunk. Il y en a, mais bon, c'est sans plus. Autre petite chose, donc toi, j'en ai trouvé que 3. Donc fallait bien en trouver un troisième. J'ai dit l'option de débuter une partie directement par le DLC, en fait. Donc ça semble sympa, ok, mais après je trouve ça tellement inutile, en fait, parce que c'est passé à côté de tout le propos de ce DLC, et surtout dans le DLC il y a énormément de passages où m'avait parlé de Jackie, par exemple. Donc quelqu'un qui commencerait le DLC sans avoir fait Cyberpunk, ça serait se couper énormément de lore et surtout énormément de background à son personnage, et on ne ressentira pas autant ce contraste aussi saisissant entre Night City justement et le DLC. C'est dommage. Donc ça
C'était pour pinailler un petit peu et pour finir, le rythme en fait, le ventre mou. J'ai eu des sensations de grinder par moment pour pouvoir avancer dans l'histoire principale. Voilà, on se retrouve quand même dans quelque chose qui est assez frénétique. C'est comme si on me disait une bombe va exploser dans 24 heures, c'est très urgent, et tu vas aux champignons au milieu, voilà. Donc ça m'a un peu sorti du truc, et tu sais que moi la diégèse du jeu, j'aime bien qu'il y ait une certaine cohérence, même si on reste dans un jeu vidéo. J'aime bien que ça soit assez assez réaliste, même dans un univers irréaliste, mais en fait je veux croire à ce qu'on me raconte en fait. Et là, quand tu te retrouves avec quelque chose de tellement urgent et qu'à côté on te dit tu veux pas aller voir telle personne pour aller récupérer de la thune, je me dis non, en fait j'ai autre chose à foutre, tu vois. Ouais. Et ça c'est dommage. Ouais, je vois. En conclusion, Cyberpunk Phantom Liberty est une extension digne de ce nom. C'est non seulement il étend l'univers de Cyberpunk, mais il le rehausse également, avec une ambiance immersive, une narration captivante et des heures de contenu additionnel. Ce DLC est vraiment un incontournable pour tout fan du jeu, surtout que l'ajout de Dogtown à l'univers de Cyberpunk est une idée remarquable. Ça offre aux joueurs une expérience immersive qui tranche radicalement avec le reste du jeu. C'est un hommage à New York 97, à James Bond. Ce Phantom Liberty réussit à capturer l'essence d'une ville post-apocalyptique où chaque rue, chaque bâtiment et chaque personnage contribue à cette atmosphère unique et mémorable. Bon écoute, ça donne ultra envie. J'avais pas du tout prévu par contre, donc je t'en veux beaucoup dans mon planning de me relancer sur Cyberpunk. Mais ouais, ça fait envie, surtout que il a 20 balles en promo en ce moment. Arrête. Mais ce que j'apprécie, ce que je semble, ce qui fait envie, c'est que j'ai l'impression que Dogtown tranche considérablement avec le reste du jeu, le reste de l'univers. Et c'est ça que j'aime dans les extensions, c'est quand ils t'envoient sur un tout autre délire, un univers propre et tout. Donc ça me fait très envie. Et j'ai aussi envie de voir Idris Elba, que j'adore en acteur, j'ai envie de voir performer dans ce jeu. Donc c'est vrai que on a un peu la version ultime finalement de Cyberpunk avec ce 2.0 et cette extension. C'est ça, et c'est un peu, du coup, moi j'ai quand même une légère amertume, parce que même si j'ai fait Cyberpunk Day One et que sur ma série X j'ai pas eu trop de problèmes à l'époque, quand je vois la qualité du jeu maintenant, parce que je l'ai repris de zéro du coup, quand je vois la qualité du jeu maintenant, en fait, je me dis que clairement en fait on a vraiment eu une bêta quoi. Et tu me connais, moi je suis pas fan des early access de base, là, j'ai un peu l'impression d'avoir payé une early access à 80 balles quoi. C'est un peu aussi, je pense, ce que sera Starfield dans 2 ans. Starfield à sa sortie et Starfield dans 2 ans, ce sera le feu quoi. Donc ça va être pareil. Ouais, c'est un peu dommage. Pour ça, c'est un peu dommage, je suis d'accord. Après, toi tu vas kiffer, comme tu dis, tu as vraiment une atmosphère différente. Moi je l'ai pas fait Day One parce qu'en fait je ne savais pas que l'ambiance trancherait autant de Night City. Je voulais pas me spoiler, donc j'ai pas vu grand chose et j'avais peur d'être dans un énième quartier de Night City. Et vraiment, je suis tombé amoureux de l'ambiance de Dogtown. C'est tout ce que j'aime en termes d'imagerie et surtout, on voit la décadence de Night City, mais de façon clinquante en fait. Et on voit que ces gens-là à côté, il y a des clodos qui vivent dans une autre forme de décadence, qui ont totalement été oubliés dans un bastion en fait, marge, ils peuvent même pas sortir en fait à la marge de Night City. Et ça c'est beau parce que ça fait quand même réfléchir sur plein de choses. Ouais, dans le propos, c'est bien. Ouais. Donc Cyberpunk, l'extension est disponible uniquement sur Series X, PlayStation 5 et Steam. C'est malheureusement pas disponible sur les consoles d'ancienne génération. Il est en promo en ce moment sur les stores, donc vraiment je vous le conseille fortement. On va attaquer ton sujet hors sujet. J'ai déjà suffisamment parlé. Désolé si je vous ai tous saoulés. Non, c'était hyper intéressant, c'était passionnant avec franchement. Cyberpunk. Bon, on passe sur Samurai Gun Trigger Soul. Donc, on va parler d'une bande dessinée, mais Kira, c'est ce que j'aime, c'est que c'est pas vraiment c'est pas une chronique comme les autres parce que c'est les hors-sujets que je préfère. Parce que figure-toi que Samurai Gun, c'est aussi une licence de jeu vidéo. Donc on est sur une adaptation cross-média de 2 jeux, donc Samurai Gun 1 et 2, donc qui sont des jeux indépendants, réalisés et développés surtout par Beau Blass, qui est un créatif qui est aux États-Unis, je crois, et adapté du coup en bande dessinée par Valentin Sèche, à qui on doit aussi The Word et Punch. Donc c'est vraiment, tu vois, les chroniques hors sujet qu'on adore, du cross-média, du transmédia, peu importe comment on le nomme. Et on va voir du coup s'ils ont réussi à retranscrire ces jeux dans cette bande dessinée. Interlude musical avant.
Donc Samurai Gun, avant de commencer à parler de la BD, il faut qu'on parle du jeu un petit peu, parce que c'est des jeux très atypiques avec un concept assez fort qui marchait très bien sur Twitch. C'est des jeux à streamer ou des jeux à jouer entre potes, parce que Kira, déjà, c'est du pixel art, mais en mode 8 bits. Hein. On est vraiment à l'ancienne, plus sur de la Famicom, NES et autres. Et en fait, c'est un jeu de versus fighting, enfin pas forcément du 1 contre 1, c'est plutôt du 4 contre 4 je crois, enfin à 4 dans une arène, c'est plutôt à la Smash Bros en termes de jeu de combat, tu vois. Ou à la Kung Fu KO. Kung Fu KO, je ne sais plus, je ne connais pas. Tu te rappelles pas de ce jeu-là? Non. C'était trop bien. Il y a Power Stone aussi dans le même genre sur Dreamcast qui était sorti à l'époque. C'est 2 jeux que j'affectionne énormément et que j'aimerais bien revenir comme licence. Je t'enverrai une vidéo, tu vois, c'est très cool. Bah carrément, avec plaisir. Peut-être que ces jeux-là peut-être que Samurai Gun s'inspire en plus de ces jeux-là, mais moi en tout cas ma référence c'était Smash Bros pour vous donner un petit ordre d'idée en termes de combat. Et le principe est super simple, Kira. En fait, on meurt en un coup de sabre. Et en fait, on est dans une arène comme ça. On peut tu vois, s'agripper au mur, sauter. C'est un jeu hyper dynamique. Les parties sont ultra courtes parce que en fait, un coup de sabre et t'as quelques balles de pistolet que tu peux renvoyer aussi à l'ennemi. Donc en fait, c'est vraiment des jeux, tu vois. Des parties ultra ramassées où t'es vraiment sur des pures mécaniques de gameplay et des parties très courtes entre potes où tu te marres bien. D'accord. Mais il n'y a aucune narration, franchement oui, hein, je veux pas dénigrer, hein, mais pour moi il n'y a aucune narration. C'est des jeux où vraiment la qualité du jeu. C'est le gameplay, quoi. Bah ouais, c'est le gameplay, et en plus c'est le plaisir instantané du combat, tu vois, t'es vraiment, tu fais ta partie, t'es à fond et ça dure 2-3 minutes et c'est très rigolo, très instantané. Et c'est là que vous allez tous me dire, mais comment on fait une BD de ça? Sachant que le concept, c'est on se tranche en 30 secondes et il n'y a pas d'histoire. Et en fait, c'est précisément ce que j'aime moi dans le cross-média, c'est quand on arrive à faire une œuvre avec finalement peu de choses et qui va te servir à densifier, à donner du corps un petit peu à cet univers. Parce que il y a une histoire dans cette BD, heureusement, vous allez me dire. Donc on va suivre 2 personnages qui sont jouables dans le jeu, qui sont Red, donc une petite fille qui est pleine d'espoir, qui souhaite avoir une vie meilleure que celle de ses parents et connaître un petit peu aussi l'histoire de sa famille, parce qu'elle les a quittés ses parents sont un peu critiqué parce que dépendant du gunpowered, donc on verra ce que c'est un petit peu plus tard. Donc une histoire un peu sombre, une histoire un peu triste pour ce personnage, et on suit aussi Golem, donc qui est une statue vivante invoquée par des paysans, c'est rigolo, pour les aider à travailler au quotidien dans la ferme. Mais sauf que ces paysans étant âgés, il laisse Golem finalement découvrir le monde et voler de ses propres ailes. Donc on suit ces 2 personnages, tu vois, finalement assez attachants. On part de rien encore une fois, hein, et ça fait le job. Ouais, je vois. C'est classique, mais ça marche. C'est classique, mais ça marche. Et comme lieu pour cette aventure, on a la ville de Gun City. Donc rien à voir avec... Ça pourrait être une ville de cyberpunk, hein, d'ailleurs. Où l'empereur de la ville, pris par des folies de grandeur, hein, quelque chose qu'on peut transposer dans notre monde réel, qui a besoin de marquer l'histoire et de faire des constructions toujours plus opulentes, donc fait bâtir des édifices ambitieux non-stop dans sa ville. Donc il enrôle presque de force les travailleurs, il booste leur capacité avec cette fameuse substance que je citais tout à l'heure, le gunpowder, qui permet aux gens d'avoir plus de force, d'essence décuplée. Il réquisitionne aussi toutes les ressources de la ville, donc surtout le bois. On est dans un Japon un peu dystopique, féodal plutôt, et au détriment de toute autre culture ou artisanat, parce que le bois part vraiment dans les constructions, donc il n'y a plus de sculpture, il n'y a plus, tu vois, ça détruit vraiment tout l'artisanat. Et un jour, catastrophe, il y a quelque chose qui se passe qui implique Red et Golem, les faisant se rencontrer d'ailleurs, et faisant nouer cette nouvelle amitié. Donc véritable tour de force pour l'histoire, en tout cas. Elle est prenante, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, elle part de rien. On est sur un scénario de jeu qui est inexistant pour créer des personnages attachants, hauts en couleur. On notera tout de même une quête de ces personnages assez simplistes, qui se déroule où les éléments dramatiques se déroulent assez rapidement. Les enjeux sont
voilà, sont ce qu'ils sont, mais on est quand même sur un one shot, donc il faut quoi qu'il arrive que la BD tienne en un volume et que ce soit qu'il y ait un début, une fin et que ça aille assez vite. Les one shot, moi c'est pour ça que j'aime les BD en one shot, c'est que t'as un début, une fin très vite et ça se déroule quoi. Et aussi, parce que c'est un one-shot, la BD garde un élément fort du jeu, à savoir le dynamisme et le plaisir instantané. Vraiment, ça va très vite. D'accord. Et ça, je trouve que ça renvoie vraiment... C'est cool les one-shots pour ça. Ouais, les one-shots pour ça, c'est vraiment bien. Et ça renvoie, tu vois, indirectement à ce qu'est le jeu en même temps. Donc du jeu à la BD, donc c'est Valentin Sèche comme je le disais qui est aux commandes. Donc j'ai regardé une interview sur lui sur YouTube faite par Bubble, l'application Bubble d'ailleurs qui est excellente pour faire sa petite bibliothèque de manga et de BD et suivre tout ça. Et donc il disait, et j'aime bien son propos, je vais le citer parce que je trouve que ça décrit très bien la BD et finalement qui de mieux que lui pour le décrire. Il dit: je voulais éviter l'effet goodies. Et ça, je trouve que ça dit beaucoup de choses de l'intention, tu vois, de l'auteur derrière cette bande dessinée. Oui. Il a pas fait ça juste pour se dire c'est un petit truc en plus, il a vraiment voulu raconter quelque chose, quoi. Voilà, exactement, c'est ça que j'aime dans l'intention, c'est que ça veut dire que la BD existe en dehors des jeux vidéo. Et c'est vrai, en fait, je le dis tout de suite, si vous le voyez la BD en rayon et que vous avez jamais joué à Samurai Gun, on s'en fiche complètement parce que ça se tient, parce que c'est consistant et parce que y a pas d'interaction directe avec le jeu. On n'a pas besoin d'avoir fait ses devoirs. D'accord. Donc une BD qui a mis 7 ans quand même à venir, donc qui est un projet ambitieux pour notre cher Valentin Sèche. Parce que déjà, on parle de sprite, même si au moment de la sélection des personnages dans le jeu, ils étaient un peu designés, mais il fallait quand même retranscrire tout ça en bande dessinée, donc c'est du boulot évidemment. Il avait quasi carte blanche, l'auteur, en plus pour l'adaptation de ce jeu. Je crois qu'il y avait juste un débat autour du fait que ce soit pas trop sanglant, parce que ça a été une des premières orientations, mais on est plutôt sur quelque chose d'assez chill au final. C'est soft, oui. Ouais, c'est soft. Ça me fait penser un peu aux productions d'Ankama. Tu vois, un peu dans le délire. Je vois, carrément. Joli, sympa, bonne ambiance, qui est aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Donc c'est bien. Il adore l'animé Kill la Kill et ça m'a fait rire parce que j'aime beaucoup cet animé et on ressent l'inspiration d'ailleurs dans ce manga pour ceux qui connaissent. Donc oui, il a réussi en tout cas. Valentin Sèche a créé une vraie identité. Il a, je trouve, évité cet effet goodies qui aurait été assez destructeur pour l'œuvre, que là, je le dis vraiment, elle tient en elle-même. Et aussi la force de son dessin. Et je finirai presque là-dessus. C'est qu'on est sur un dessin, un style très marqué manga, épuré, mais efficace. Et franchement, il est ultra fort, je trouve, dans les scènes de combat, parce que évidemment le jeu c'est du combat, donc on retrouve plein de scènes de combat dans la BD, et en fait c'est ultra. Ça envoie. Ouais, c'est ultra dynamique. Au niveau du découpage, ouais, c'est dynamique. Ah, c'est ultra dynamique. Et c'est, tu vois, des traits un peu qui se déforment pour montrer. Tu vois la vélocité des personnages, pour montrer la force des affrontements. Ça transmet un vrai sentiment de puissance et de pouvoir, vraiment comme dans un animé japonais. Donc c'est pour ça qu'il y a cette touche manga. Il y a des power-up, les personnages se transforment un petit peu, je vais pas trop en dire de trop, avec une aura derrière eux, une certaine bestialité. Donc ouais, hyper réussi, franchement. Ça, il a fait un travail de dingue. Et ce qui est à noter, et je le dis pas assez, je pense, dans mes chroniques, mais pourquoi ça a déclenché un acte d'achat chez moi? Je l'ai vu en magasin et je me dis, tiens, je vais l'acheter. Achat compulsif. Achat compulsif totalement. Voilà, j'ai acheté mes mangas de la semaine à Leclerc, espace culturel, enfin classique, quoi. Et j'ai vu ça en rayon. Et en fait, c'est la patte graphique c'est la couleur, en fait. C'est vrai qu'on parle assez peu des couleurs dans les mangas, mais dans les BD, pardon. Mais en fait, c'est un ton ocre, rouge, orange, et qui tranchait par quelques petites touches vertes sur des petits éléments, et en fait ça donne un vrai style. Et je me suis un peu renseigné et je n'y connais rien, donc j'aurais peut-être là aussi pas les bons termes, mais il y a une technique de colorimétrie qui est vraiment très particulière, qui est de la Pantone, je crois, ou de la risographie, donc où en fait c'est des couches de couleurs qu'on tamponne, en fait, qu'on met les unes après les autres. En fait ça donne vraiment un style magnifique.
et ça a été l'élément déclencheur, comme je dis, de moi, l'acte d'achat. J'ai vu ces couleurs, ces palettes orange très belles et tout. En fait, c'est trop beau. Et ça t'a attiré l'œil direct, ouais, quoi. Ouais. Et il disait dans l'interview qu'il a travaillé sur du papier qui était déjà un peu teinté jaune, donc ça donne vraiment un sacré style. Donc avant la conclusion, donc 2 mots, moi je trouve vraiment que ça fait partie des œuvres de cross-média que je préfère, parce que encore une fois on s'extrait de l'œuvre originale. On a une BD qui donne raconter quelque chose, oui. Ouais, on a une BD qui donne du corps, qui donne de la substance à un univers qui finalement n'existait pas vraiment. Dans les jeux, c'était plus un prétexte pour se foutre sur la tronche, tu vois. Que là, on est sur une vraie proposition, des personnages attachants, du lore. On est vraiment dans le prolongement du jeu, qu'on y ait joué ou pas. Finalement, on s'en fiche. Et pour moi, ce sont les œuvres de cross-média que je préfère. J'aime moins celles où on adapte de façon pure et simple un média ou un autre. Là, on est sur une extension, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Je suis d'accord, moi je suis dans le même cas que toi, en fait. Si c'est pour reprendre exactement stricto sensu l'œuvre vidéoludique, bah autant jouer, en fait. Bah ouais, exactement. Voilà, c'est pour ça. Et là, le fait de raconter quelque chose de différent dans l'univers, pourquoi pas, ou même ou étendre le lore, bah ouais, en fait. Et encore une fois, c'est ce qui a réussi Cyberpunk Edge Runner. Personnage différent dans l'univers de Cyberpunk, à raconter quelque chose de grandiose. Donc plutôt que d'avoir une V ou un V que tout le monde aurait pu jouer. Et c'est ça la force du cross-média, justement. Ouais, bah, c'est ce que j'ai retrouvé là-dedans. Il s'est permis même, tu vois, des personnages, il a redesigné même certains personnages par rapport aux jeux vidéo, il s'est offert des libertés, mais c'est ça que, à mon sens, le cross-média doit apporter à la personne qui lise ou enfin qui apprennent l'univers différemment. Je comprends. Donc en conclusion, parce que bon, c'est une chronique assez courte, mais c'est une BD, un one shot, à un moment il faut vous lancer, il faut la lire et vous allez voir, c'est un petit régal. Donc c'est une excellente BD, agréable à lire, jolie à regarder, qui s'offre le luxe de développer un univers qui n'existait pas vraiment, c'est ce que je disais vis-à-vis du jeu. Et c'est important de le préciser, je l'ai précisé à 2 reprises, que vous ayez joué au jeu ou pas, il y a aucune importance. Par contre, si vous aimez les combats dynamiques, si vous aimez l'univers japonais, si vous aimez les histoires attachantes, franchement, il faut y aller. C'est une œuvre qui existe vraiment sans le jeu, avec un plaisir immédiat. Donc pour toutes les qualités que j'ai citées, je vous recommande encore une fois chaudement ce petit bonbon, comme on aime dire, mais vraiment c'est ça, il faut le voir pour le croire, c'est vraiment très très sympa, j'ai passé un super moment. Et elle est à combien ce manga ? Bah j'avoue que je regarde jamais, je sais pas, c'est pas marqué derrière, je l'ai d'ailleurs, le dos de la bande dessinée est magnifique, il faudrait que j'en fasse des photos. Cette bande dessinée, oui. Ouais. Samouraï, ça fait manga direct. Bah non, mais c'est manga bande dessinée. En plus, le format est un petit peu différent. C'est un format un peu plus grand que le manga, sans être de la BD franco-belge. On doit être à une 20aine d'euros. Franchement, je sais pas, j'ai pas regardé. Achat compulsif, comme tu l'as dit, j'ai acheté sans compter. Mais c'était vraiment très sympa. Trouvable très facilement en plus. Faites-vous plaisir. D'accord. Tu ferais bien un petit point réseaux sociaux pour dire où on peut nous trouver ? Tout à fait, parce que j'ai pas de big up, j'ai pas eu le temps de les noter. Je pense que toi, Kira, non plus. Donc on va passer. Non, je t'avoue, c'était une semaine trépidante. Ouais, on a été débordés. Ça a été presque chaud de faire l'épisode. Alors pour vous dire, non, on va faire un big up global. On sait que vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous apprécier. Donc merci. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter, Insta, et aussi le formulaire de notre site. N'hésitez pas, ça nous permet en plus d'optimiser le référencement de notre site. Et c'est la garantie d'avoir une réponse. Et sinon, bah oui, vous pouvez nous proposer au travers des réseaux et du site des chroniques, nous dire ce que vous pensez de ce qu'on fait, des suggestions. Bref, n'hésitez pas. Bah ainsi se conclut notre émission du coup. Bah oui. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire la semaine pro ? Eh bah pas du tout. Ça si, je sais ce que je vais faire en fait. Je vais parler de 2 BD que j'ai lues. Là, je suis en train de finir la 2e, qui s'appelle Mars et Jupiter. Tu me connais, j'aime beaucoup l'astronomie, j'aime beaucoup l'espace et la science-fiction en général. Et puis je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de parler de ces bandes dessinées là. Donc sauf changement imprévu de dernière minute, je pense parler de ça. Et toi ? Tu nous emmènes dans les étoiles et moi je vous emmène aussi dans les étoiles avec Stellar Blade, la chronique du jeu qui a fait tant parler de lui. Donc ça va être cool, j'ai hâte. Ah, carrément, et puis déjà que tu me le prêtes aussi, parce que j'ai envie de m'y mettre. Ah bah écoute, dès qu'on se voit, je te le passe. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien, les vacances arrivent. Je pense que certains d'entre vous devraient être en vacances. Donc bientôt. Jouez à des jeux vidéo, allez voir des films, profitez, et puis je te laisse le mot de la fin. Et lisez Samurai Gun et jouez à Cyberpunk et en fait
Jouez et lisez à ce que vous voulez tant que vous faites plaisir, hein, c'est ça l'important finalement. C'est ça, exactement. À la semaine prochaine, merci pour tout. Ciao. Ciao.